Juste avant de débuter, un petit mot pour vous dire qu'il s'agit de la dernière vidéo critique de la saison. Et ensuite, tout naturellement, il sera grand temps de prendre des vacances. D'ailleurs, en parlant de vacances, il sera grand temps que j'en prenne parce que vous allez vous en rendre compte, la qualité vidéo de cette triple critique n'est pas vraiment bonne. Pour tout vous dire, en cette période de canicule encore une fois, j'ai tourné la vidéo avec la fenêtre ouverte, sauf que je me suis retrouvé totalement en contre-jour. C'est pourquoi la qualité de la vidéo n'est pas optimale. Je vous prie encore une fois de m'excuser et de me dire en commentaire à quel point vous m'aimez. Et puis, la vidéo peut débuter, et encore une fois, vivement les vacances. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une dernière vidéo critique, une dernière vidéo avant les vacances, et ça m'arrange plutôt pas mal parce que vous avez dû vous en rendre compte, mais que le rythme des vidéos avait un petit peu baissé ces dernières semaines, et vous le savez, je vous le dis depuis longtemps, et pour ceux qui me suivent sur Twitter et Instagram, vous savez que je suis en travaux pour mon futur appart, mon futur décor, c'est en train d'avancer, il y a encore pas mal de choses à faire, c'est prévu pour la fin de l'année, et donc voilà, vous pouvez continuer de suivre ça sur Twitter et Instagram. Et pareil, si vous avez envie de suivre mes vacances, Twitter et Instagram. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de 3 films qui sont déjà sortis ou qui sortent en ce mois de juillet. On va parler d'Anna de Luc Besson, de Comme des Bêtes 2 et d'Annabelle 3, La Maison du Mal. Et on va commencer par Anna parce que c'est le film dont j'ai le plus envie de vous parler. Alors Anna, comme je vous le disais, c'est le nouveau film de Luc Besson qui doit un petit peu se relever, lui, sa société EuropaCorp, après l'échec cuisant de Valérian. Donc voilà, Luc Besson qui est un petit peu dans la merde, EuropaCorp qui est en train de se faire racheter, il y a des négociations qui sont en train de se dérouler. Et quand on a vu ce projet, le projet d'Anna et la première bande-annonce qui a été dévoilée, ça sentait pas très bon, t'avais l'impression de voir un petit peu de Nikita, un petit peu de Lucie. Par rapport à Lucie, ok, mais avec beaucoup moins de budget. Enfin voilà, au niveau des premiers trailers, tu sentais que Luc Besson était reparti sur un projet, bien sûr, qui allait coûter un petit peu moins d'argent. Mais tu sens aussi que Luc Besson a envie de retourner sur un terrain qu'il maîtrise un peu plus. En l'occurrence, un film d'action, thriller, espionnage, etc. porté par une femme. Et assez étonnamment, parce qu'on était en train de parler d'un projet qui avait moins d'envergure et moins de budget qu'un Lucie ou qu'un Valérian, on retrouve quand même des belles têtes au casting, et tu penses bien sûr à Cillian Murphy et Luke Evans. Tu sais pas trop comment est-ce qu'ils ont fini dans ce projet, mais pourquoi pas. Et je m'attendais vraiment à voir une grosse merde ou alors un truc mais totalement osef. Et au final, j'ai pas passé un mauvais moment devant Anna. En plus de ça, je m'en souviens, mais j'ai vu le film à 22h après m'être tapé Annabelle 3 à 20h. Et tout ça après ma journée de travail, donc autant vous dire qu'il y avait tout pour que je sois un petit peu fatigué, que je pique un peu du nez. Et au final, pas du tout, c'est un film qui m'a plutôt plu. Je dis pas que c'est meilleur, parce qu'il y a certaines similitudes. C'est pas meilleur qu'un John Wick, et encore moins que John Wick 3. Mais c'est un film, et j'en avais parlé sur Twitter, c'est un film que j'ai préféré à John Wick 3 parce qu'il me parlait plus. C'est ultra subjectif, mais voir un film où je vais voir un mec tuer 300 personnes dans le même métrage sans jamais se faire tuer, ça m'intéresse très peu. Même si oui, John Wick, artistiquement, au niveau des visuels, des chorégraphies, etc., tout est au top. Mais j'ai plus tendance à être transporté par un scénario et par des rebondissements, et c'est ce qu'Anna, en tout cas, essaye de proposer. Et c'est pas non plus le scénario le plus abouti et le plus subtil que vous allez voir dans votre vie, mais on va revenir dessus parce qu'il propose au moins quelque chose d'original, et je pense que sans ça, je me serais peut-être fait chier devant Anna. Pour revenir à la petite comparaison que je faisais avec John Wick, pourquoi est-ce que je vous parlais de John Wick ? Il y a des chorégraphies de combat, il y a des scènes de combat qui vont te faire penser à un John Wick. Et après en avoir parlé avec quelques personnes qui me disaient justement que les chorégraphies d'Anna, pour eux, faisaient partie des points forts du film, là pour le coup, c'est là où j'étais un petit peu plus en désaccord parce que les scènes de combat font bien plus chorégraphiées parce qu'elles sont plus lentes. Du coup, tu vois bien plus cet aspect chorégraphié. Et à chaque fois, il y a toujours un mec qui attaque Anna, enfin c'est l'un après l'autre. Donc voilà, pour les scènes d'action, même si on voit que Besson en a encore un petit peu sous le coude, c'est pas mal foutu, mais en termes de dynamisme, il manque un petit quelque chose pour qu'on y croie. Et t'as aussi quelques fins de combat qui vont te faire aussi, te faire penser à un John Wick. On a Anna qui va tuer quelqu'un avec une fourchette, comme on pouvait avoir John Wick qui allait tuer quelqu'un avec un livre dans John Wick 3. Enfin voilà, des petites similitudes, vous allez en voir. Après bien sûr, c'est assez compliqué de passer après John Wick 3. Le casting est plutôt cool, il y a rien de transcendant non plus. Cillian Murphy fait le taf. Le mec, de toute façon, qu'importe ce que t'aurais envie de lui faire jouer, il a un charisme de dingue. Luke Evans, par contre, t'as pas tant l'impression qu'il est si investi que ça dans le film. Et Sacha Luce, qui est là pour le rôle principal, le rôle d'Anna, et la petite surprise du film, elle s'en tire très bien. Elle avait déjà un tout petit rôle qui lui avait été offert par Luc Besson dans Valérian. Et cette fois-ci, tu sais pas trop pourquoi, mais Luc Besson a choisi de lui donner le rôle principal. Il faut savoir qu'avant d'être actrice, c'est surtout une femme qui est mannequin, et elle joue parfaitement ce personnage très
très froid, en accord bien sûr avec le côté russe du personnage. Et du coup le truc qui va un petit peu plus ressortir dans le film et qui va lui donner un petit côté original, c'est sa narration et le déroulement de son scénario. C'est un scénario qui va totalement abuser sur tout ce qui est flashback, c'est-à-dire qu'on va voir des choses se dérouler devant nos yeux pendant une vingtaine de minutes, une trentaine de minutes même, puis on va continuer dans le scénario et puis d'un coup on va avoir un flashback qui va nous faire revenir des mois et des mois en arrière. Et qu'est-ce qui va se passer? On va revivre les scènes qu'on a déjà vues, mais avec un angle un petit peu différent et on va comprendre certaines situations. Et ce mécanisme, et c'est là où je veux dire que le scénario est pas le plus subtil du monde, c'est qu'on va retrouver ce mécanisme 3 ou 4 fois dans le film. Et 3 ou 4 fois, et ça rend le truc un petit peu lourd. Mais après, j'ai envie de dire, heureusement qu'il y a ça, parce que si le film était linéaire, il aurait pas proposé grand chose, ou en tout cas, ce qu'il aurait proposé, on l'aurait déjà vu dans des tas d'autres films fait en mieux. Là, le fait d'avoir ce scénario un petit peu décousu avec tous ces flashbacks, ces situations qu'on va revivre avec d'autres yeux, comprendre des situations, des choix de personnages qu'on ne comprenait plus, et en fait tout ça c'est ce qui va permettre de créer de la surprise, des rebondissements. Et du coup ça fait, en tout cas ça l'a fait sur moi, mais ça permet au spectateur de ne pas s'ennuyer parce que toutes les 20-30 minutes il y a le film qui vient de piquer pour te dire regarde ce qui s'est passé, tu pensais que c'était ça mais en fait non, regarde vraiment ce qui s'est passé. Et après ça dépend de vos attentes et de ce que vous étiez en train de vous imaginer, mais en tout cas vraiment 75% des choses qu'il y a eu dans le film, je m'y attendais pas. Donc ouais, encore une fois, et je m'y attendais pas, mais je me suis pas ennuyé devant Anna. Et faut faire aussi un petit peu attention parce que le film va se dérouler entre Moscou et Paris, et avec tous les voyages que va faire Anna entre ces deux villes et aussi les flashbacks qui sont mis en place, faut faire attention à pas s'y perdre. Et généralement vous allez avoir un plan de la ville ou alors des rues qui va vous être proposé pour vous resituer dans l'espace et savoir dans quelle ville vous êtes. Mais généralement c'est des plans qui sont très courts, ça va durer 2 ou 3 secondes, et là pour vous repérer il faudra surtout repérer l'architecture de la ville. L'architecture de la ville entre Paris et Moscou qui est assez différente, mais en tout cas voilà, il y a peut-être des spectateurs qui vont un petit peu s'y perdre. Donc soyez un peu vigilants. Et du coup Anna, oui c'est pas du tout le meilleur film de Luc Besson, c'est pas non plus son film le plus inspiré. Ça ressemble à un énorme pot pourri de tout ce qu'a traversé le réalisateur durant sa carrière. Mais en tout cas c'est un film devant lequel j'ai passé un bon moment, c'est un film qui m'a surpris de par son scénario. Et pour le coup oui, heureusement qu'il y avait ça parce que sinon ça aurait été très banal. On passe à Annabelle 3, la maison du mal, qui est la suite de ce Conjuring Universe. Alors Annabelle 3, faut savoir que c'est pas du tout le film que j'attendais le plus en termes d'horreur épouvante. Je le répète, mais j'aime beaucoup les deux Conjuring. Le premier Annabelle, j'aime pas, le deuxième Annabelle passait plutôt bien, et la nonne, j'avais carrément détesté. Du coup voilà, je me retrouve avec cette Annabelle 3 qui arrive au cinéma, avec quand même un petit peu d'espoir du fait qu'Annabelle 2 était plutôt pas mal, et aussi parce que Conjuring Universe. Et comme j'aime beaucoup les deux Conjuring, t'as quand même tendance à aller suivre les films de l'univers pour ne pas être perdu si jamais il y a d'autres croisements qui vont revenir à l'avenir. Et du coup voilà, comme Anna, et c'était durant la même soirée, donc déjà en termes de motivation, j'étais pas très chaud, parce que je me disais que j'allais aller voir deux films très moyens, voire très nuls, et au final, cette Annabelle 3, dans sa catégorie de films d'horreur, c'est pas trop mal. C'est pas mieux que le 2, mais c'est pas trop mal. Ce que je veux dire par là, quand je parle de catégorie de films d'horreur, je vais pas comparer ça à un Hérédité par exemple. C'est pas du tout un film qui va être aussi recherché, qui va vous demander autant d'investissement, etc. On est toujours sur quelque chose de très simple, de très bateau, donc oui, ça va jouer au jumpscare. On va retrouver tous les codes un petit peu débiles de tous ces films d'horreur. On a des personnages tout le temps qui ont l'air d'être suicidaires. Il se passe encore mais tellement de choses dans ce métrage où je me dis, si je me mets à la place des personnages, s'il m'arrive 1/10 de ce qui leur arrive, je cours déjà très loin. Et à chaque fois, tu vois ces personnages marcher petit à petit, aller dans la pièce la plus sombre de la maison, là où ils sont en train d'entendre un petit bruit et tu te demandes mais pourquoi est-ce que vous allez chercher la merde? Vous allez avoir ces scènes où les meubles vont trembler, vous allez avoir ces scènes où les croix au mur vont se retourner et tomber par terre. On va avoir une des filles qui va aller, vous savez, dans l'endroit où les Warren cachent tous les objets maudits et maléfiques avec lesquels ils ont travaillé, plutôt sur lesquels ils ont travaillé. Et donc voilà, on a quand même une petite fille qui va aller dans cette pièce et aller demander est-ce qu'il y a une présence ici, tout en faisant joujou avec tous ces objets. Donc voilà, enfin dégage. On va voir aussi, vous savez, tous ces plans qui ont eu tendance à de plus en plus se répéter ces dernières années dans ce genre de film. Vous savez, ces plans où on est en train de filmer un personnage de face et il y a rien dans son dos, puis la caméra va simplement tourner, puis ensuite revenir sur le personnage et dans le dos du personnage on va pouvoir y apercevoir une silhouette. Donc voilà, oui, il y a des choses que vous allez retrouver, c'est les mêmes codes qui sont continuellement utilisés. Il me semble que le film, je l'ai vu il y a déjà pas mal de temps, mais que le film est un petit peu coupé en deux en termes de rythme, c'est-à-dire
qu'on va avoir une première partie bien plus calme et même un début de film, je pense les 20 premières minutes qui sont très mous du genou. Encore plus l'introduction avant que le titre apparaisse, là pour le coup c'est vraiment mais très calme je trouve. Et on a pour le coup une deuxième heure de film bien plus punchy, il va se passer bien plus de choses, ça va bouger dans tous les sens. Et là c'est pas déplaisant et ça va un petit peu sauver le film. On a aussi quelques personnages qui vont intégrer le film en milieu de récit et tu sais pas trop pourquoi. Je pense à toute cette petite histoire qui va débuter à partir du moment où il y a un livreur de pizza qui va arriver. Donc on a un livreur de pizza qui arrive et puis ensuite il y a un nouveau personnage qui visiblement est amoureux d'une des filles de la maison. Et donc voilà, on a ce personnage qui va débarquer qui n'apporte pas grand chose, voire rien du tout au scénario et en termes de romance, etc. Et pourquoi est-ce que ce personnage est ajouté? Parce qu'il va apporter un petit ressort comique au film, un petit peu d'humour, parce qu'il faut pas oublier que dans ce genre de film d'horreur qui veut toucher un public très large, et bah là aussi il faut leur donner un petit peu d'humour. Donc voilà, encore une fois, et dans la lignée de ce qui était déjà proposé par Lannon et Annabelle, c'est pas le film d'horreur le plus recherché du monde, c'est un métrage devant lequel vous allez peut-être passer un bon moment. En tout cas voilà, c'est pas un grand projet, c'est pas un film de merde non plus. À choisir, je préfère largement revoir Annabelle 3 que Cimetière par exemple. Cimetière, ce qui était navrant, c'est que le film ne proposait quasiment pas grand chose, que ce soit en termes d'horreur épouvante, donc tu ressentais pas d'émotion, et en plus de ça, le film était même pas assez nul pour en devenir un petit peu nanardesque et que tu te mettes à rigoler devant. Donc voilà, c'est un film devant lequel j'ai ressenti aucune émotion. Et là pour le coup, en termes d'émotion, Annabelle 3 c'est un film qui m'a un peu plus touché. Et on va terminer cette triple critique, et ce sera la toute dernière critique de la saison, avec Comme des Bêtes 2. Donc faut savoir que Comme des Bêtes, premier du nom, je l'avais pas vu à l'époque lorsqu'il était sorti au ciné, je l'ai rattrapé avant d'aller voir le deuxième. Alors oui, c'est fait par le studio Illumination qui est derrière Les Moi Moches et Méchants et Les Mignons. Il faut savoir que, on en a pas parlé sur la chaîne, mais j'adore Les Mignons. Je parle bien sûr des personnages et pas du film que j'avais trouvé en deçà des Moi Moches et Méchants, et pour le coup, même que ces films passent le milliard, je trouvais ça un petit peu abusé. Moi Moche et Méchant 3 aussi avait passé le milliard de dollars de recettes, alors qu'objectivement c'est le moins bon des trois. Et du coup oui, mais Illumination c'est un film que j'ai commencé à suivre de très près assez tôt avec le premier film Moi Moche et Méchant, que j'avais complètement adoré. J'ai bien aimé Moi Moche et Méchant 2, et ensuite j'ai senti que le studio battait un petit peu de l'aile par la suite. Pas commercialement parce que ses plus gros succès sont arrivés ensuite, mais les films étaient quand même moins aboutis. Et j'ai été voir Comme des Bêtes 2 au début du mois, il y a déjà des avant-premières qui ont eu lieu, parce que oui, au moment où je sors cette vidéo, le film sortira la semaine prochaine. Et Comme des Bêtes 2, comme le premier, et ça je m'y attendais pas forcément, mais c'est une saga qui ne s'adresse mais pas du tout au même public que Les Moi Moches et Méchants et Les Mignons, qui s'adressait à une tranche d'âge bien plus large, alors que là, cette saga Comme des Bêtes, c'est vraiment des films pour les enfants. Et quand je dis les enfants, c'est des enfants de très bas âge. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué d'en parler, parce que c'est pas un film et une saga où il va y avoir des partis pris artistiques qui vont être pris. Et pour quelqu'un de plus âgé comme moi, je suis pas la cible et je vais trouver forcément qu'il se passe pas grand chose. Ça papote pas mal, vous allez retrouver mais quasiment tous les gags qui vont être destinés bien sûr aux enfants. Là on est sur un mood où on a le lapin du film qui va s'habiller en gangsta et danser devant la caméra pendant 30 secondes, et ça doit te faire rire. Mais sinon à part ça, en termes d'histoire, c'est un film qui va être un peu plus décousu que le premier, dans le sens où le film va vraiment être coupé en trois intrigues distinctes qui vont se retrouver à la fin mais de manière un petit peu lourdingue. On va avoir Max qui va se retrouver à la ferme, on va avoir une autre intrigue avec le gros chat et le petit chien blanc, et aussi le lapin qui se prend pour un super-héros qui va se retrouver dans une intrigue qui va tourner autour du cirque. Et assez étonnamment, comme je vous disais que c'était une saga qui allait surtout viser les très jeunes, je m'attendais par contre à voir bien plus de gags, parce que je trouvais que ça parlait quand même pas mal, et je pense qu'au vu du type de public qui est visé, le but c'est quand même plus d'enchaîner les gags, plutôt que d'offrir des dialogues qui vont être un petit peu lourdingues. Moi pour le coup c'est là où ça me faisait un petit peu plus marrer, parce que le fait de voir ces dialogues, les VF, les voix françaises sont toutes reconnaissables, que ce soit les Philippe Lachaud, les Willy Rovelli, on a Alain Dorval aussi qui est dans le film, qui double, qui est la VF de Stallone, la voix française de Stallone que vous devez tous connaître. Du coup voilà, pour éviter de trop me faire chier, et je m'amusais à essayer de reconnaître les VF du film. Et bien sûr le message qui fera certainement plaisir aux enfants et peut-être moins aux parents, parce que ça peut générer pas mal de demandes. Le message en gros c'est que c'est toujours bien d'avoir un chien avec soi, d'avoir toujours un animal avec soi, parce que les animaux sont là pour nous aider et qu'on avait besoin de leur aide. Donc forcément je vois bien la sortie d'une salle de cinéma, des enfants demander à leurs parents d'acheter un chien, un chat, enfin voilà, d'acheter un animal, et du coup pas sûr que ça fasse partie des projets des parents, donc bon courage à eux s'ils doivent dissuader leurs enfants. Donc voilà, Comme des Bêtes 2, c'est un film qui est vraiment destiné aux enfants, et j'ai peur pour le studio que le film bide pas mal, parce que bon, cet été si vous avez envie d'emmener votre enfant au cinéma, je pense que les gens auront plutôt tendance à amener leurs enfants voir Le Roi Lion ou encore Toy Story 4, qui en plus permettra aux parents de passer un bon moment devant le métrage, parce que ça leur est aussi destiné, alors que bon, Comme des Bêtes 2, c'est pas forcément le cas. C'est la fin de cette triple critique, j'espère que ça vous aura plu. Encore une fois, je vous invite à liker et partager la vidéo pour soutenir la chaîne.
chaîne. Je vous invite aussi à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ces 3 films, à me suivre durant les vacances sur tous les réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne, à m'aider sur Tipeee et Utip. Et je sais pas si ça se voit, je pense que oui, mais il fait ultra chaud, donc je suis quand même très content que ce soit la dernière vidéo de la saison, et aussi parce que je suis complètement lessivé de l'année, donc voilà, un petit peu de repos ne sera pas de refus. Et c'est l'occasion en tout cas de vous souhaiter à tous d'excellentes vacances, profitez du soleil, profitez des filles, profitez des garçons, profitez de faire la fête, profitez aussi bien sûr de la bouffe et mangez bien, faites du sport pour les plus courageux. On se retrouvera du coup fin août avec pas mal de vidéos critiques qui serviront à rattraper les films d'août que j'aurai ratés dans la première moitié du mois. Donc voilà, encore une fois je vous souhaite plein de bonnes choses durant les vacances, profitez tous, et on se retrouvera encore une fois bientôt pour parler cinéma, donc à très vite.